Voilà, donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler des premiers résultats d'une recherche que j'ai menée avec le soutien du ministère de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les compétences langagières des élèves allophones et les dispositifs d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans le secondaire, l'enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour situer très brièvement le projet de recherche, il se situe dans un contexte institutionnel et politique assez particulier, puisque on a d'un côté une importante réforme de l'enseignement qui est en route, en cours, le pacte pour un enseignement d'excellence qui vise un renforcement de la langue d'apprentissage pour tous les élèves, qu'ils soient francophones ou allophones. Et puis, il y a eu aussi en 2019 un nouveau décret d'ASPA qui vise une insertion, une inclusion beaucoup plus progressive des élèves, passant des dispositifs d'accueil vers la classe ordinaire, la classe registre. Et donc voilà, j'ai travaillé sur ces problématiques-là. Donc le projet de recherche, brièvement, avait pour moi trois objectifs. Un objectif de recherche, bien sûr, qui était surtout se centrer sur le développement des compétences littératies en langue de scolarisation et puis les pratiques d'enseignement-apprentissage, les pratiques de formation dans le domaine qui étaient en place ou au contraire inexistantes. Un objectif de formation aussi, puisqu'il y a un module de formation en ligne qui est en train d'être finalisé, qui sera normalement proposé à tous les enseignants de la fédération à partir de novembre 2020, qu'ils soient enseignants de français ou enseignants de français, de français langue étrangère ou d'autres disciplines non linguistiques. Et puis aussi un objectif de coopération entre les écoles, évidemment, l'université et puis le ministère. Donc voilà, je ne vais pas vous parler des différents volets du projet, mais disons que voilà, il y a eu un projet d'élaboration d'outils d'évaluation de la maîtrise de la langue qui a été réalisé. Et puis le deuxième volet du projet sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui, c'est une enquête que j'ai réalisée dans 5 écoles secondaires à Bruxelles et en Wallonie, avec donc surtout des entretiens individuels avec des enseignants de français, mais aussi d'autres disciplines qui intervenaient dans des DASPA, des dispositifs d'accueil, mais aussi avec la direction et des conseillers pédagogique. Voilà, je ne m'étendrai pas sur ces dimensions-là pour gagner du temps, pour me concentrer sur les résultats, mais je répondrai évidemment avec plaisir à vos questions à ce propos. Peut-être quelques mots sur les questions de recherche que j'ai travaillées. D'abord, la question des dispositifs didactiques, pédagogiques qui sont développés et surtout des dynamiques à la fois inclusives ou au contraire ségrégatives qu'ils peuvent induire, et c'est ce sur quoi je vais vraiment me concentrer aujourd'hui. Je me suis aussi intéressée donc au français langue de scolarisation, voir s'il était rendu effectif dans les classes, pas seulement dans les classes consacrées au FLE, mais aussi dans les classes ordinaires. La place, la valeur accordée aussi au plurilinguisme des élèves, qui est un levier, on le sait, fondamental. On en a pas mal parlé aujourd'hui, on pourra y revenir, mais qui reste absent en général des pratiques d'enseignement et même des politiques linguistiques des écoles, j'y reviendrai. Et puis les freins, ce que j'ai appelé freins et facilitateurs, et donc là évidemment on a la question des obstacles qui peuvent se poser pour la transition des dispositifs d'accueil spécifiques vers les classes ordinaires qui sont particulièrement problématiques actuellement. Voilà, et le troisième volet du projet, je ne m'y attarde pas ici. Alors, donc par rapport aux obstacles, donc j'ai choisi de m'intéresser à différents obstacles plutôt idéologiques que j'ai pu observer dans le cadre des entretiens, de l'enquête que j'ai menée, d'ordre idéologique à travers notamment les modèles de société, les modèles sociétaux d'intégration dans lesquels les écoles s'inscrivent et qu'elles adoptent et qu'elles appliquent, et les dynamiques d'inclusion et d'exclusion sociale que ces dispositifs que ces modèles vont induire. Donc des obstacles idéologiques qui évidemment vont donner lieu, vont générer des obstacles plutôt sur le plan la didactique et pédagogique à travers les dispositifs d'accueil qui sont mis en place dans les écoles, qui vont être plus ou moins ouverts ou fermés, on va le voir, et évidemment le rapport à l'altérité qu'ils induisent, mais aussi au niveau des méthodologies d'enseignement et du cloisonnement des méthodes entre ce qu'on va faire dans la classe de FLE, ce qu'on va faire dans la classe de français langue maternelle, ce qu'on va faire dans les classes dans ou en dehors du DASPA. Et puis, lié aussi évidemment à ces méthodologies, la place des langues autres qu'on va accorder ou pas dans les enseignements.
Alors là, je vais me concentrer aujourd'hui donc sur les rapports entre représentation, idéologie et les modèles d'organisation des dispositifs d'accueil. Et je dirais également un mot d'une typologie de posture que j'ai commencé à mettre au point, que j'ai pu observer chez les enseignants et qui peuvent, selon moi, jouer aussi un rôle important de levier ou au contraire d'obstacle à une dynamique inclusive. Alors, pour rappel, schématiquement, on peut considérer qu'il y a 4 modèles sociétaux d'intégration qu'on va rencontrer dans nos sociétés, qu'on peut situer sur 2 axes. Un axe plutôt centré sur la diversité, l'autre plutôt sur l'accès aux droits des personnes. Et on peut penser l'intégration en donnant plus ou moins d'importance à ces 2 axes. Alors, c'est le modèle plutôt interculturel, je vais l'appeler comme ça, qui correspond à une conception plus moderne de l'intégration, qui est vivement défendue par les centres régionaux d'intégration en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est donc plutôt basé sur la diversité, le respect des diversités. Et on voit évidemment que le pendant peut être, il y a toujours évidemment les risques de fermeture, les dangers de la fermeture, de séparation communautaire et puis de discrimination quand on se concentre sur la diversité. Et puis à côté de ça, on va avoir plutôt un modèle assimilationniste, comme nos voisins français, on peut le voir chez nos voisins français, basé lui plutôt sur les droits de l'homme. Et donc c'est une perspective évidemment qui n'est pas neuve, qu'on trouve à l'origine des États-nations, avec cette idée qu'on va laisser de côté les langues minoritaires pour fédérer autour d'une langue unique commune. Et c'est vrai que cette logique d'assimilation, elle est quand même aussi très présente on va le voir, je vais le montrer tout de suite, dans nos écoles, aussi en Fédération Wallonie-Bruxelles, même si je vous le disais, on essaie d'aller plus vers un modèle diversitaire. On reste quand même fortement dans ces logiques d'assimilation et un souci du monolinguisme, de la langue de scolarisation du français. Et donc là, évidemment, dans cette perspective-là, toute différence linguistique, culturelle, peut être perçue par les enseignants, par les équipes éducatives comme un obstacle à l'intégration, et même par les parents aussi, des élèves. On pourra en parler. Et donc, pour moi, on va retrouver ces tensions idéologiques dans les modèles d'organisation des dispositifs d'accueil. C'est notamment ce que Cécile Goy et Emmanuel Huvert ont montré dans des travaux précédents. Donc, j'ai essayé de voir un peu comment s'organiser ces dynamiques plutôt inclusives ou ségrégatives au sein de nos dispositifs ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, je dirais qu'on a un premier modèle qui est le modèle qu'on a retrouvé déjà au début des classes passerelles, ce qu'on appelait les classes passerelles ici, déjà au début des années 2000, qui est un modèle de classe unique, fermée, dans le sens où les élèves allophones primo-arrivants, ici, j'insiste, on parle des élèves primo-arrivants, nouvellement arrivés, qui viennent d'arriver, vont être rassemblés dans une seule classe sans nécessairement avoir accès à leur classe d'âge. Donc là, on est dans un modèle qui privilégie un accompagnement spécifique d'une catégorie d'élèves qui, pour moi, est constituée a priori par les institutions. On a un statut d'élève là qui détermine là où l'élève va se retrouver, sans prendre en compte nécessairement la diversité des besoins, là où l'élève en est dans sa scolarisation antérieure, etc. Et donc, pour moi, c'est évidemment un modèle qui correspond à une représentation axée sur l'altérité, sur les différences, et puis avec cette idée que l'élève n'est pas apte à intégrer la classe ordinaire. Et donc, elle repose quand même sur une figure d'élève plutôt vulnérable, fragile, voire même incompétent. Et on va retrouver cette image-là dans le discours des enseignants. Je montrerai quelques extraits tout à l'heure où on a envie les enseignants vont avoir envie de protéger en fait l'élève et donc de l'isoler, le mettre dans cette espèce de cocon de cette classe séparée des autres. Donc voilà, donc dans cette perspective, on ne met pas vraiment l'accent sur les compétences existantes de l'élève et on va remarquer aussi que dans la transition vers la classe ordinaire, on ne va pas trouver d'accompagnement particulier. C'est-à-dire que la transition vers la classe ordinaire va être conditionnée principalement par la maîtrise du français et la durée limitée dans le dispositif d'accueil. Et les élèves, en fait, dès qu'ils sortent du DASPA, de cette classe, n'auront plus le soutien des enseignants de FLE, en général c'est comme ça qu'on les appelle, sauf s'ils le demandent.
Et donc, ça, c'est ce que j'ai retrouvé vraiment beaucoup dans le discours des enseignants, c'est qu'on va avoir les élèves qui vont être demandeurs, qui vont revenir vers eux, puis d'autres qui ne vont parfois pas oser. Et donc, c'est intéressant de voir comment ici, la responsabilité de l'accompagnement, elle incombe uniquement à l'élève et pas à l'équipe éducative. Or, on sait que dans une politique d'inclusion, il s'agit bien là d'un mouvement, c'est l'école qui est censée s'adapter à l'élève et pas l'inverse. Je vais revenir sur ces mécanismes qui me semblent assez problématiques et intéressants à analyser. Donc, on voit que bon, c'est un processus qui peut fonctionner si on a des élèves qui ont déjà, on parlait de stratégie métacognitive ce matin, mais si on a des élèves qui ont déjà des stratégies métacognitives, qui sont capables d'autocontrôler, de planifier leurs apprentissages, ça va bien fonctionner. Mais ça peut être plus problématique, je pense, pour d'autres, et je pense notamment à là plutôt tout ce qui relève de l'affect et de l'image de soi. On peut aussi avoir des élèves qui ne vont pas oser retourner vers leurs enseignants du DASPA parce qu'ils ne veulent pas décevoir ou avouer une certaine incompétence face à la décision du conseil d'intégration. Alors, je dirais simplement qu'il y a là, pour moi, le danger de ce que certains chercheurs ont appelé la submersion. Je trouvais ça intéressant parce qu'on est là dans une situation de submersion, dans le sens qui n'est pas celle de l'immersion, où on vise un bilinguisme ou un plurilinguisme, mais bien là de submersion dans le sens où on laisse l'élève là sans accompagnement dans la classe ordinaire, avec un objectif de monolinguisme et d'acculturation à une langue de scolarisation unique. Donc là, on retrouve ce processus d'assimilation avec les difficultés, les dangers qu'il peut présenter, avec cette tendance à nier là, la diversité et les besoins des élèves. Bon, je vais être un peu moins longue sur les autres, parce que sinon je vais complètement dépasser le temps qui m'était imparti. J'avais encore envie de dire pas mal de choses. Donc le deuxième modèle, c'est celui que j'ai le plus souvent rencontré. On a une organisation de classe en parallèle, là. On prend quoi comme variable ici? Plutôt la maîtrise du français. On va créer des groupes en fonction du niveau de français des élèves, avec un diagnostic souvent au départ, plutôt axé sur les compétences linguistiques, assez rarement sur des compétences discursives ou sur des compétences langagières scolaires qui sont attendues par l'école. Parfois aussi, on va avoir des groupes formés en fonction des connaissances initiales en mathématiques et en sciences, mais c'est plus rare. Et alors, parfois aussi, on va avoir des classes dédiées aux élèves infrascolarisés, analphabètes dans leur langue première, qui sont soit alors pris en charge par l'école, soit exclus. On va les inviter à aller dans un autre établissement, avec donc là aussi une présélection à l'entrée qui peut être aussi problématique, puisque là, on est de nouveau dans une dynamique plus ségrégative qu'inclusive. Donc voilà, pas de nécessairement de concertation ici entre les enseignants, pas de curriculum, c'est aussi ça à noter, pas de progression des apprentissages qui seraient pensés entre ces différents groupes. Et donc, il y a toujours pour moi un effet ghetto qui demeure ici. Le modèle 3, donc là, on va être plutôt dans une intégration dans la classe ordinaire, comme on peut le trouver dans le modèle des UPE2A en France. Donc, on va avoir une classe dédiée à l'enseignement du français langue seconde que l'élève va rejoindre à certains moments, mais alors il doit sacrifier d'autres apprentissages pour pouvoir le faire. Donc là, pour moi, on se situe un peu à l'intersection de deux modèles. On évite l'effet submersif dont je parlais tout à l'heure, où seule la volonté de l'élève est engagée, mais d'un autre côté, il n'y a pas vraiment de réflexion, d'approche programme, de réflexion sur le curriculum ordinaire qui serait organisé pour permettre aux élèves de pouvoir suivre tous les enseignements. Alors, le dernier modèle, pour moi, me paraît le plus abouti, c'est celui que j'ai rencontré dans une école. Il s'inscrit là vraiment pour moi dans un processus beaucoup plus inclusif. Olivier De Zutter parlait tout à l'heure d'intégration directe. Là, on est vraiment dans l'intégration dans la classe d'âge, mais avec un accompagnement personnalisé, voire même individualisé, et une concertation avec une personne relais qui va permettre justement de créer, d'impulser de la collaboration entre les enseignants, entre on va dire, dispositif FLE, ou français langue seconde, et puis les enseignants des classes ordinaires. Et là, pour moi, on a une figure d'élève beaucoup plus autonome, compétent, qui est promue dans cette démarche et qui favorise une intégration rapide dans la classe ordinaire. Alors, je vous avais promis de parler des postures, du typologie de postures que j'ai pu dégager des entretiens que j'ai menés. Donc là, je dirais que j'ai essayé de voir un peu ce que les discours des enseignants nous disaient des normes à nouveau, des présupposés idéologiques qui
sont susceptibles de guider leur rapport à l'altérité. Pour moi, elles s'inscrivent dans un continuum. C'est important de bien dire que les enseignants n'adoptent pas une seule posture, hein, d'accord ? Ils peuvent adopter une posture à un moment donné de l'entretien, à un moment donné de leur carrière, mais ils peuvent aussi passer d'une posture à l'autre, hein, d'accord ? Il ne s'agit pas d'imaginer une figure prototypique d'enseignant qui serait purement normatif ou purement dans une posture d'assimilation. Hein. Ce n'est pas du tout ça que je veux montrer ici. On va avoir des postures situées plus vers un horizon ségrégatif ou plus vers un horizon assimilatif. Alors, une des postures que j'ai pu observer, c'est une posture que j'ai appelée normative. Ça va, je vais normalement arriver à tenir le temps. Une posture plutôt normative, dans le sens où, déjà, elle se fonde sur, pour moi, une figure d'élève, je le disais, plutôt fragile, vulnérable, et surtout qu'on va avoir tendance à situer par rapport à une norme monolingue. Donc voilà, alors ça veut dire qu'on est là face de nouveau à cette figure d'un locuteur francophone qui serait un locuteur de référence, qui aurait presque une maîtrise absolue, un scripteur excellent, et donc on va voir que dans du coup, les enseignements et les méthodologies qui vont être utilisées, ça va être un biais important. Et donc, évidemment, selon cette logique-là, l'élève, de facto, ne peut pas suivre les enseignements monolingues en français puisque ses compétences dans la langue des apprentissages sont d'emblée moins développées que celles des autres élèves. Et donc, dans cette logique, c'est vrai qu'on va catégoriser l'élève sur base plutôt de ses incompétences plutôt que sur ses compétences scolaires, métacognitives, scripturales dans une autre langue de scolarisation antérieure. Alors, l'approche souvent adoptée par les enseignants aussi qui se situent dans cette posture normative est une approche plutôt linguistique, axée sur la phrase, sur le lexique, sur la grammaire, et beaucoup moins sur la dimension discursive et les contextes d'énonciation notamment, et la problématique de la langue de scolarisation, on pourra y revenir. Donc voilà, alors pour moi, on est de nouveau dans ce que Cécile Goy et Emmanuel Huvert appellent une assignation à l'altérité, hein, dans cette façon d'envisager les élèves. On va, comme je le disais, un peu essayer de les isoler, les protéger hein, du reste du monde scolaire, du reste de la communauté scolaire. Alors une autre posture, à mon avis, je m'en tiendrai à celle-là, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin, c'est ce que j'ai appelé une posture altéritaire de façade. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, en fait, pour moi, on a là un discours qui, sous un apparent souci des diversités, on va retrouver beaucoup de catégorisation, une homogénéisation, on va avoir tendance à classer des élèves dans des catégories figées sans tenir compte, pour moi, de la complexité. Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit notamment dans le cloisonnement des méthodes, c'est-à-dire que on va avoir par exemple ce discours de dire qu'il faut rester dans des méthodes très fleues, hein, axées sur l'oral, hein, parce qu'avec des débutants, on va faire surtout de l'oral et pas trop vite rentrer dans l'écrit. C'est vrai que c'est une recommandation qu'on va trouver en didactique du français langue étrangère, mais du coup, on va avoir tendance à ne pas vouloir entrer dans la complexité de la langue de scolarisation trop vite. Et donc, ça peut, pour moi, nourrir en tout cas une certaine reproduction des inégalités sociales au sein de l'école. Donc ça, c'est voilà, déjà un premier point. Il y a donc l'idée aussi de la transition vers la classe ordinaire qui va se faire sans dispositif d'accompagnement. Et là, je vous prends un extrait d'une enseignante qui explique qu'on va avoir des élèves qui vont être en demande pour aller dans la classe ordinaire, d'autres qui vont vouloir y aller alors qu'ils ne sont pas encore prêts, selon l'enseignant. Et là, ce qu'on voit, c'est que on va promouvoir l'inclusion dans la classe ordinaire, mais parce que ça va permettre à l'élève de se rendre compte de son incompétence. Donc là, on n'est pas du tout dans une logique de valorisation des progrès ou des compétences de l'élève, mais plutôt dans une version un peu plus violente, brutale, submersive, comme je le disais tout à l'heure, où on va prendre cette inclusion dans la classe ordinaire comme un moyen de faire un électrochoc à l'élève, hein, comme c'était enseignante nous le dit. Et donc ça, je l'ai retrouvé très souvent dans les discours des enseignants, et avec aussi cette idée qu'on va avoir les élèves volontaires, ceux qui en veulent, et puis les autres. Hein. Et donc là, ça nous ramène de nouveau à cette idée que l'élève serait responsable de son inclusion, de son intégration. Hein. Donc là, on est justement dans cette différence entre un processus d'intégration où l'élève doit faire l'effort de son adaptation
par rapport à un processus d'inclusion où c'est à l'école de s'adapter à l'élève. Donc voilà, là, on est dans un imaginaire qu'on connaît bien, hein, qu'on va retrouver beaucoup dans la sphère publique, hein, de dire que la personne migrante, la personne allophone est responsable de son intégration. Ça permet d'expliquer des problèmes, évidemment la situation des élèves quand elle est problématique. Ça permet de déresponsabiliser le groupe majoritaire, de déresponsabiliser les enseignants, l'équipe éducative, et puis on est là du coup face à un problème qui devient juste individuel et plus collectif. Alors, peut-être encore un mot sur un autre aspect qui me semblait intéressant à souligner, qui rejoint ce qui a été dit tout à l'heure par plusieurs collègues dans leurs interventions, qui est la vision aussi du bilinguisme et du plurilinguisme des élèves, où on va retrouver donc une vision plutôt soustractive, comme si l'altérité et le fait de parler d'autres langues allait être un problème, hein. Et donc ça, c'est ce qu'on va retrouver souvent, on va avoir les arguments du bain linguistique, hein, il faut être dans une immersion complète pour pouvoir progresser dans la langue. On va pas trop se disperser dans l'apprentissage de différentes langues parce que du coup, d'un point de vue cognitif, on serait en surcharge. On va retrouver des arguments liés au fait que ça peut parasiter l'apprentissage de l'autre langue, le fait de laisser de la place à une langue maternelle, une langue d'origine. Et donc voilà, par exemple ici un enseignant qui explique que pour lui, évidemment, c'est important d'apprendre plusieurs langues parce que c'est utile, hein, il y a aussi des dimensions utiles, les langues utiles et celles qui le sont moins, hein, qui parle de sa propre expérience avec ses enfants. Elle voudrait parler plusieurs langues à la maison pour que ses enfants soient bilingues. Et puis juste après, elle nous dit, parfois certains parlent tellement leur langue maternelle à la maison que c'est problématique. Et donc on retrouve cette idée qu'il y aura un semi-linguisme en fait chez ces élèves, un bilinguisme soustractif chez les élèves plurilingues, et à côté de ça, un bilinguisme dans les situations d'immersion qui, lui, serait un bilinguisme additif. Alors, je passerai donc sur la posture assimilationniste. On va retrouver différents éléments, différents arguments qu'on retrouvait dans la posture précédente. 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je vais juste conclure en disant que voilà, j'avais envie de mettre quand même l'accent, vous l'avez compris, sur le fait qu'on n'est pas là face seulement à des enjeux didactiques, mais à des enjeux éthiques majeurs. Et donc, voilà, pour moi, j'avais envie de dégager, de montrer toutes ces dynamiques, ces représentations d'altérité, ces dynamiques d'inclusion et d'exclusion qui sont derrière nos discours, mais aussi les dispositifs qu'on nous impose, qui sont mis en place. Je voulais aussi attirer l'attention sur les risques de confusion entre immersion et submersion. Et donc, je pense que là, il y a un danger important, et à vouloir nier un accompagnement un accompagnement spécifique qui me semble indispensable. Et donc, c'est bien de vouloir faire de l'inclusion, mais pas n'importe comment. Et cet accompagnement avec des personnes formées est indispensable. Là, je plaide un peu pour la formation des enseignants. J'en ai pas parlé ici, mais elle est aussi très problématique. Et j'espère qu'on en parlera dans les échanges tout à l'heure. Je pense que aussi, c'était bien que le colloque que la thématique du colloque soit celle des obstacles. Mais moi, j'avais envie aussi de dire, qui dit obstacle dit ici, j'ai voulu montrer aussi que pour moi ce sont là des leviers importants pour la formation des enseignants, et donc partir et analyser ces obstacles, c'est penser aussi à la formation après, ce qu'on peut en faire en formation. Et voilà, avec cette idée, Germain veut que je termine, je conclue, et voilà, et donc avec je pense tout ce travail de conscientisation qui prend beaucoup de temps et qui s'éloigne assez fort des démarches qu'on peut attendre peut-être de la formation actuellement, souvent d'attendre des recettes, et notamment en français langue de scolarisation. Je pense qu'il y a d'abord un travail de conscientisation de ces dynamiques, de ces dispositifs, des dynamiques qui sont derrière des dispositifs pour vraiment pouvoir entrer dans une formation didactique. Voilà.